L'association des propriétaires pensait avoir gagné. Leurs avocats affichaient des sourires suffisants, certains que je n'avais aucune échappatoire. Le juge était prêt à statuer contre moi. Mais alors, mon avocat s'est levé, a sorti un seul document, et en quelques secondes, toute la salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Le visage du président de l'association est devenu livide. Ils avaient commis une erreur critique, et cela allait leur coûter très cher. Acheter la maison de mes rêves aurait dû être un moment de joie, mais je n'avais aucune idée que la politique de l'association de quartier transformerait cela en cauchemar. Tout a commencé doucement, des avertissements aléatoires pour des infractions mineures, des amendes absurdes pour des choses qui n'avaient même aucun sens. Je les ai d'abord ignorées, pensant qu'il ne s'agissait que de formalités administratives. Mais ensuite, les lettres sont devenues plus agressives. Des menaces d'action en justice, des demandes de paiement que je ne devais pas, et des règles soudainement inventées rien que pour moi. Le conseil d'administration agissait comme une dictature avide de pouvoir, contrôlant tout avec ses réglementations ridicules. J'ai essayé de résister, de remettre en question leurs décisions, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à ma porte d'entrée. À l'intérieur se trouvait une convocation au tribunal, l'association me poursuivait officiellement en justice. Mon estomac s'est noué en lisant le document. Ils avaient monté un dossier contre moi, prétendant que je violais les règlements de la communauté, que j'étais une nuisance et que je refusais de me conformer. C'était absurde, mais je savais que c'était sérieux. L'association avait des ressources, des avocats et de l'influence. Et si je perdais, je serais forcé de vendre ma maison et de partir. Le pire? Ils pensaient que je n'avais aucune chance de gagner. Le jour de l'audience, je suis entré dans la salle d'audience, face à une équipe d'avocats de l'association en costume impeccable, affichant des sourires arrogants. Leur dossier était bâti sur des mensonges et de la manipulation. Ils ont présenté des documents falsifiés, de fausses plaintes de voisins et des affirmations exagérées selon lesquelles j'étais un propriétaire problématique. Le juge a écouté alors que leur avocat me faisait passer pour quelqu'un qui ignorait délibérément les règles, harcelait les membres du conseil et semait le trouble dans la communauté. Rien de tout cela n'était vrai, mais leurs arguments étaient convaincants. Assis là, j'ai senti la rage bouillir en moi. Comment pouvaient-ils s'en tirer comme ça? Comment pouvaient-ils mentir aussi ouvertement, sachant que j'étais innocent? J'avais envie de me lever et de crier, mais je savais que réagir émotionnellement ne jouerait qu'en leur faveur. Alors, j'ai attendu. J'avais mes propres preuves, et j'étais sur le point de révéler leur corruption. L'association pensait m'avoir acculé, que je n'avais aucune issue. Mais ils m'avaient sous-estimé. Juste au moment où leur avocat terminait son discours, mon avocat s'est levé et a sorti un épais dossier de documents. L'avocat de l'association a levé les yeux au ciel, s'attendant à une défense faible. Mais ensuite, mon avocat a posé un contrat signé sur le bureau du juge. C'était une faille juridique qu'ils avaient négligée, une clause enfouie profondément dans les propres statuts de l'association. Lorsque mon avocat l'a lu à haute voix, la salle d'audience est tombée dans un silence glacial. L'association avait commis une énorme erreur juridique. Leurs accusations étaient invalides parce que les règles qu'ils appliquaient avaient déjà expiré. Ils n'avaient aucun fondement légal pour m'imposer des amendes ni pour me poursuivre en justice. Pire encore, leur tactique d'intimidation frôlait la fraude. L'expression du juge a changé en réalisant ce qui se passait. L'avocat de l'association a feuilleté ses papiers, paniqué. Les membres du conseil assis derrière lui chuchotaient nerveusement, le teint blême. Ils s'étaient pris à leur propre piège. Puis, le juge a parlé, affaire classée. Les mots ont résonné dans la salle. En un instant, le dossier de l'association s'est effondré. Mais je n'en avais pas encore fini, j'avais un dernier coup à jouer, et ils allaient regretter de m'avoir défié. Un long silence. Puis, d'une voix beaucoup plus basse qu'auparavant, l'avocat murmura. « Non, votre honneur. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Les membres du conseil de l'Achoa se regardèrent, le visage blême. Ils étaient entrés au tribunal confiants, persuadés de leur victoire, mais à présent, ils étaient exposés, impuissants, et au bord de tout perdre. Le juge secoua la tête, clairement mécontent. Puis,
il fixa directement les membres du conseil de la Shoah. Son visage n'était plus neutre, on pouvait y lire une désapprobation évidente, voire de la colère. Messieurs, j'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Et à cet instant précis, toute l'affaire prit un tournant qu'il n'avait jamais imaginé. La tension dans la salle d'audience était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. L'avocat de la Shoah s'enfonça dans son siège, feuilletant ses notes comme s'il pouvait encore réparer les dégâts. Les membres du conseil, qui étaient entrés avec leur arrogance habituelle, se tortillaient maintenant sur leurs chaises, murmurant entre eux, évitant soigneusement le regard du juge. Et puis, mon avocat lâcha la bombe. Votre honneur, poursuivit-il en ouvrant un autre dossier, cette affaire ne se limite pas à une simple règle inventée. La Shoah a une longue histoire d'amendes illégales, de pratiques financières douteuses et de fraude pure et simple. Il sortit une pile de preuves, des emails, des rapports financiers, même des plaintes d'autres propriétaires qui avaient été forcés de payer des amendes inexistantes. Cette Shoah enfreint la loi depuis des années, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. Ils ont appliqué des règles qui n'existent pas, infligé des amendes pour des infractions jamais commises, et même détourné des fonds communautaires. Les membres du conseil se figèrent. Le juge se pencha en avant, scrutant les documents. Son visage se durcit au fil des pages. Plus il lisait, plus son expression devenait sévère. L'un des membres du conseil bondit de son siège. C'est absurde, balbutia-t-il. Ce sont juste des malentendus. Nous voulions simplement. Le juge leva une main. Asseyez-vous. L'homme referma immédiatement la bouche et se laissa tomber sur son siège. L'atmosphère dans la salle d'audience avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme un simple litige juridique s'était transformé en un scandale bien plus grave. Mon avocat avança, dévoilant document après document, exposant un schéma de corruption si flagrant que même l'avocat de la Shoah cessa de protester. Les registres financiers, continua mon avocat en brandissant une feuille, montrent que des dizaines de milliers de dollars de cotisations ont disparu. Où est passé cet argent? Silence. Les amendes infligées ces 3 dernières années? Il leva un autre papier. Plus de la moitié était basée sur des règles qui n'étaient écrites nulle part. Toujours pas de réponse. Les emails échangés entre les membres du conseil. Il posa le dernier document sur la table. Ici, il plaisante sur le fait de cibler certains propriétaires, d'augmenter les frais pour forcer les gens à partir. Ils admettent même avoir truqué des élections pour rester au pouvoir. La salle entière retint son souffle. Un des membres du conseil, un homme en costume gris, transpirait à grosses gouttes. Une femme, qui m'avait fusillé du regard plus tôt, baissa les yeux, le visage rouge de honte. L'avocat de la Shoah, lui, avait l'air de vouloir disparaître. Le juge fixa le conseil de la Shoah, sa voix froide et tranchante. L'un d'entre vous aimerait-il expliquer cela? Personne ne parla. La salle d'audience était plongée dans un silence accablant. Le juge soupira, se frottant les tempes. Puis, d'un geste lent et délibéré, il fit retentir son marteau. Ça suffit, dit-il d'un ton ferme et définitif. Il se tourna vers moi. Monsieur, au vu des preuves présentées, il est clair que vous avez été injustement ciblé. Toutes les amendes qui vous ont été infligées sont désormais nulles et non avenues. Je relâchai enfin un souffle que je ne savais même pas retenir. Mais le juge n'en avait pas fini. Il pivota vers le conseil de la Shoah. Quant à vous, poursuivit-il en les fixant, cette cour ne peut ignorer le niveau de corruption et d'abus de pouvoir qui a été révélé aujourd'hui. Les membres du conseil se tendirent. Je demande un audit complet des finances et des pratiques de cette Shoah, déclara-t-il. De plus, je recommande personnellement que cette affaire soit portée à un niveau supérieur pour d'éventuelles poursuites judiciaires, y compris des charges criminelles. Un des membres du conseil laissa échapper un hoquet de stupeur. Un autre cacha son visage entre ses mains. Votre abus de pouvoir prend fin aujourd'hui, conclut le juge. Audience levée. D'un dernier coup de marteau, tout était fini. La Shoah était entrée dans ce tribunal persuadée de m'écraser, mais au final, ce sont eux qui avaient été complètement démantelés. En quittant la salle d'audience, j'entendais encore les murmures, les exclamations choquées, les discussions effrénées entre les membres du conseil.
Ils n'avaient jamais imaginé une défaite aussi humiliante. Mais la justice avait été rendue. J'étais venu m'attendre à une bataille. Mais jamais je n'aurais cru que ça finirait ainsi. Le juge se pencha en avant, les yeux rivés sur le conseil de la Shoah sous le choc. Compte tenu des preuves accablantes de mauvaise gestion, poursuivit-il, cette cour ne se contente pas d'annuler les amendes infligées aux défendeurs, mais ordonne également à la Shoah de l'indemniser pour le préjudice subi. Une vague de murmures parcourut la salle d'audience. L'avocat de la Shoah ouvrit la bouche, incapable de formuler une réponse. Un des membres du conseil, un vieil homme en costume bleu marine, agrippa la table comme s'il allait s'évanouir. Je m'attendais simplement à laver mon honneur. Mais maintenant? C'était eux qui allaient payer. Mon avocat resta calme et impassible, mais je pouvais voir un léger sourire victorieux sur son visage. Il avait tout prévu. Il avait anticipé chacun de leurs mouvements. La Shoah, poursuivit le juge, sera responsable du remboursement intégral des frais juridiques du défendeur. De plus, en raison du stress et du préjudice financier causé par ces amendes illégales et ce harcèlement, je leur ordonne de verser une compensation de. Il marqua une pause, consultant les dernières pages de son jugement. Toute la salle d'audience était suspendue à ses lèvres. 50 000 $. Le silence éclata en un tumulte. L'un des membres du conseil de la Shoah se leva brusquement de sa chaise. C'est insensé. Nous n'avons pas cet argent. Le juge tourna vers lui un regard glacial. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de vous livrer à des activités frauduleuses. Le membre du conseil retomba sur son siège, abasourdi. Je tournai lentement la tête vers l'avocat de la Shoah. Son visage, autrefois arrogant et condescendant, avait perdu toute couleur. Ses doigts s'agrippaient au bord de ses documents, mais il n'y avait plus rien à faire. C'était fini. Le juge avait rendu sa décision. Pas d'appel, pas de faille juridique, pas de seconde chance. J'observai l'avocat de la Shoah fouiller frénétiquement dans ses notes, cherchant un dernier argument de secours. Son regard se tourna vers les membres du conseil, espérant qu'ils lui fourniraient une réponse. Mais il n'y avait plus rien à dire. Une des membres du conseil cacha son visage dans ses mains. Un autre restait figé, le regard vide, comme si la réalité ne l'avait pas encore frappé. Ce n'était pas l'issue qu'ils avaient prévue. Ils pensaient que je plierais sous la pression. Que je céderais, paierais les amendes et partirais la tête basse. Mais aujourd'hui, c'était eux qui perdaient tout. Autour de la salle d'audience, des murmures s'élevèrent. D'autres propriétaires, venus assister à l'audience, échangeaient des regards satisfaits. Tous avaient souffert sous le règne oppressif de la Shoah, mais aujourd'hui, la justice était enfin rendue. Lorsque la décision finale du juge résonna dans la salle, l'impact fut immédiat. Des soupirs de soulagement, des chuchotements incrédules, même quelques applaudissements discrets. Une vieille dame, que je reconnus comme étant l'une de mes voisines, porta une main à sa bouche, sous le choc. Un homme près de la porte murmura. Il était temps que quelqu'un les fasse tomber. Les membres du conseil étaient anéantis. Leur avocat, toujours crispé sur ses notes, finit par s'enfoncer dans son siège, comme si le poids du verdict l'écrasait soudainement. Le juge rassembla ses papiers, se leva, et, d'un dernier coup de marteau, déclara. Audience levée. Et tout fut terminé. Je me tournai vers mon avocat, qui me fit un léger signe de tête. Voilà, dit-il doucement, comment on se défend. Les membres du conseil restèrent figés, incapables de bouger. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, marmonna quelque chose avant de sortir en furie. Une autre resta immobile, les yeux rivés sur la table devant elle. Je leur jetai un dernier regard avant de m'éloigner. Ces mêmes personnes qui avaient tenté de me briser, de m'intimider, de me forcer à me soumettre, payaient enfin le prix de leurs actes. Une fois dehors, l'air frais me submergea d'un sentiment de liberté. J'étais libre. Et la Shoah? Ils étaient finis. Pendant des années, la Shoah avait régné sur notre quartier comme des rois sur leur trône. Ils imposaient des règles injustes, infligeaient des amendes absurdes, et intimidaient quiconque osait les défier. Ils se croyaient intouchables. Mais aujourd'hui, ils avaient tout perdu.
En descendant les marches du tribunal, je sentis un poids, celui de moi, peut-être même d'années de stress, se dissiper enfin. J'avais tenu tête. Et j'avais gagné. Le conseil de la Shoah, autrefois si arrogant et sûr de lui, restait enfermé dans cette salle d'audience, totalement détruit. Leur avocat avait disparu dans la foule, trop honteux pour affronter qui que ce soit. C'était une justice poétique. Ils m'avaient traîné dans une bataille juridique en pensant que je me recroquevillerais et abandonnerais. Au lieu de cela, ils avaient creusé leur propre tombe. Et le plus beau dans tout ça? Ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand j'arrivais dans mon quartier, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Des voisins que je connaissais à peine vinrent me serrer la main, me taper dans le dos. « Tu l'as vraiment fait ?» demanda un homme, incrédule. Je souris. Oui. Une femme en bas de la rue éclata de rire. Bien fait pour eux. Ils nous pourrissaient la vie depuis des années. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens commencèrent à applaudir. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, mais c'était sincère. Ils n'étaient pas seulement heureux pour moi. Ils étaient soulagés, parce que ma victoire avait changé la donne. La Shoah s'était toujours comportée comme une entité invincible, mais maintenant? Tout le monde connaissait la vérité. Ce n'étaient que des tyrans, cachés derrière un titre. Et aujourd'hui, le tyran était tombé. La Shoah avait appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il n'était pas au-dessus des lois. Il n'était pas intouchable. Et surtout, il s'était attaqué à la mauvaise personne. Dans les semaines qui suivirent, le conseil de la Shoah s'effondra. Certains membres démissionnèrent, couverts de honte. D'autres tentèrent de sauver leur réputation, mais il était trop tard. Les propriétaires, autrefois apeurés, exigeaient désormais du changement. De nouvelles règles furent mises en place. De nouvelles personnes furent élues. Et le pouvoir abusif que la Shoah exerçait fut réduit en miettes. Quant à moi, je repris le cours de ma vie, libéré de leur harcèlement. Le combat avait été long. Il avait été épuisant. Mais au final, la justice avait triomphé. Et il ne l'oublierait jamais.